On dit souvent que quelques minutes peuvent faire basculer l'histoire. Eh bien, il n'en a fallu que 7. 7 minutes qui ont redéfini l'équilibre mondial. Vladimir Poutine venait tout juste de réciter son habituel monologue menaçant, certain d'avoir encore une fois glacé le sang de l'Assemblée du G20. Il s'attendait à l'écho familier de ce silence respectueux, ou plutôt de cette peur muette des dirigeants occidentaux. Mais cette fois-ci, le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Lorsqu'un homme Sébastien Lecornu s'est levé, il ne s'agissait pas d'une simple réplique de circonstance. Non, c'était une claque monumentale, un camouflet public, une humiliation infligée à celui qui, quelques secondes plus tôt, se croyait encore maître de la pièce. L'arène balinaise que Poutine comptait dominer s'est retournée contre lui. Et sous les projecteurs, c'est lui qui est devenu le spectacle. Ce matin-là, dans la salle de conférence surdimensionnée, l'air était si chargé de tension qu'on aurait cru qu'il allait exploser. Les 20 figures les plus puissantes de la planète étaient rassemblées sous un même toit pour le G20. Officiellement, il s'agissait de débattre d'économie mondiale. En réalité, chacun savait que le vrai programme n'était pas dans les documents officiels, mais dans l'affrontement inévitable qui se préparait, celui entre l'Occident et l'ombre menaçante de Vladimir Poutine. D'un côté, les valeurs démocratiques, de l'autre, le règne du poing fermé. Le tsar du Kremlin, fidèle à son image, a fait une entrée théâtrale entourée d'une garde prétorienne intimidante et d'un bataillon de conseillers à l'expression aussi rigide que leur chef. Poutine arborait ce regard glacial, cette assurance glacée, qu'il utilisait comme une arme depuis des années pour faire plier ses homologues. Il était persuadé que cette fois encore, quelques insinuations menaçantes suffiraient à faire baisser les yeux à toute l'Assemblée. Ce que Vladimir Poutine ignorait totalement, c'est qu'en face de lui se trouvait un homme prêt depuis des semaines. Sébastien Lecornu n'avait pas pris l'avion pour Bali pour faire de la figuration ou encaisser des provocations en silence. Non, lui avait un plan. Un objectif bien précis exposé au grand jour, ce qu'aucun autre dirigeant n'avait jamais osé faire. Il était venu pour livrer un message clair sans détour au visage même de l'autoritarisme. Et pourtant, dans cette salle bondée, personne ne s'en doutait encore. Personne. Sauf peut-être Emmanuel Macron. Installé un peu en retrait, il observait la scène avec ce demi-sourire mystérieux qu'il réservait au moment où l'histoire s'écrivait devant ses yeux. Dès l'ouverture de la session plénière consacrée à la sécurité mondiale, le ton est donné. Vladimir Poutine prend le micro fidèle à lui-même, bardé de suffisance et d'un calme glaçant. Le regard dur campé dans sa posture de chef de guerre nucléaire, il lance avec une voix parfaitement posée « Chers collègues, le désordre actuel est le fruit d'un chaos fabriqué de toutes pièces par certaines puissances occidentales inconscientes et dangereuses. » Son entrée en matière sonne comme une rengaine bien rodée. Il ressasse les mêmes accusations. L'OTAN serait provocatrice, l'Occident belliqueux et l'aide à l'Ukraine une agression déguisée. Puis tombent les menaces, voilées mais tranchantes. Il laisse entendre que toute tentative de résistance pourrait déclencher des conséquences imprévisibles. Une mise en scène millimétrée, pensée pour glacer l'échine de ses homologues. Car derrière chaque mot, il y a ce sous-entendu, face à vous, ce n'est pas un homme, c'est une ogive sur pattes. Convaincu d'avoir hypnotisé la salle Poutine, jubile intérieurement. Il croit avoir verrouillé l'attention de tous comme à son habitude. Mais une anomalie surgit dans le décor, un homme ne joue pas le jeu. Alors que les regards fuient, ou que les stylos grattent les carnets dans une nervosité feinte, Sébastien Lecornu lui lève les yeux. Et il ne les baisse plus, il le fixe sans trembler avec cette intensité glaciale qui renverse l'équilibre de la pièce. Quand le chef du Kremlin termine son petit théâtre de menaces, croyant avoir marqué les esprits, une voix s'élève calme et tranchante. « Est-ce que votre spectacle est terminé, monsieur Poutine ?» Le mot « spectacle » claque comme une gifle sonore. L'effet est immédiat, la salle se fige. On vient d'assister à un sacrilège diplomatique. « J'aimerais maintenant répondre à votre mise en scène », poursuit Lecornu se levant lentement. Ce que personne ne sait à cet instant, c'est que les 7 minutes qui vont suivre vont faire basculer l'histoire. Monsieur Poutine, la voix de Lecornu résonne dans la salle posée implacable d'un calme presque glacial, à l'exact opposé de la violence contenue de son interlocuteur.
Il est peut-être temps de vous éclairer sur la nuance qui sépare un véritable leader d'un simple voyou. La première frappe est lancée, et elle touche sa cible. La pièce retient son souffle. Jamais aucun chef d'État n'avait osé prononcer ce mot-là en face aussi frontalement. Un dirigeant se fait respecter par ses actes. Un voyou lui cherche à imposer sa terreur. Posez-vous la question, Monsieur Poutine, dans quelle case êtes-vous vraiment? Le maître du Kremlin tente de couper court, mais Le Cornu ne lui accorde même pas ce privilège. Vous parlez de provocation occidentale. Parlons plutôt de vos propres expéditions militaires. 2008, la Géorgie. 2014, la Crimée. 2022, l'Ukraine. 3 dates, 3 agressions, 3 entorses graves au droit international. Voilà votre palmarès. Chaque mot claque comme un verdict. Et les caméras du monde entier de CNN à la BBC capturent l'instant où le mythe Poutine commence à se fissurer sous les projecteurs. Des conséquences imprévisibles vraiment. Très bien, alors laissez-moi vous exposer celles que tout le monde peut déjà prévoir. Enchaîne Le Cornu avec une précision chirurgicale. Une mise au ban planétaire, une économie en chute libre, une hémorragie intellectuelle. Voilà ce que vos choix ont offert à votre peuple. Sous votre conduite, la Russie est devenue un État paria. Face à lui, Poutine, d'ordinaire si redouté, commence à réaliser qu'il n'a pas affaire à un simple diplomate. Le Cornu n'hésite pas. Il ne tempère rien. Il ne cherche pas l'équilibre. Il charge. Vous voulez parler de sécurité mondiale, parfait. Dites-nous alors qui brandit la menace nucléaire contre des civils, qui emploie le poison pour faire taire ses détracteurs à l'étranger, qui alimente des réseaux terroristes sous couvert de stratégie. Ne jouons pas aux devinettes, Monsieur Poutine. Tout le monde ici connaît la réponse. La salle reste interdite. Ce qui vient d'être dit dépasse tout ce que l'Assemblée imaginait entendre. Et le plus misérable dans votre posture, Monsieur Poutine, enchaîne Le Cornu d'une voix cinglante, c'est cette lâcheté que vous ne cherchez même plus à dissimuler. Vous vous abritez derrière vos ogives nucléaires parce que vous savez pertinemment que votre armée n'a pas la force de remporter une guerre classique. La phrase tombe comme une hache. C'est l'estocade. L'évocation de la débâcle russe en Ukraine frappe le dictateur en plein cœur. Son visage se décolore, ses doigts tremblent imperceptiblement. Lui, l'homme qui n'avait jamais plié devant aucun sommet, vacille. Vous déformez la réalité, articule-t-il laborieusement. Mais Le Cornu ne lui laisse aucun répit. La réalité, rétorque-t-il avec ce sourire glacé. Parlons-en. Vos revers militaires en Ukraine, votre incapacité à entrer dans Kiev, vos généraux abattus les uns après les autres, ou peut-être cette fuite précipitée de Kharkiv. Chaque mot s'abat comme une lame de rasoir tailladant l'image d'invincibilité que Poutine s'efforce de projeter. Poutine tente de redresser la barre, espérant reprendre la main. La Russie ne fait que défendre ses intérêts légitimes. Mais Le Cornu implacable le coupe net. Vos intérêts légitimes? Vraiment tuer des civils sans défense, c'est ça votre vision de la légitimité? Réduire des hôpitaux en cendres, c'est ce que vous appelez de la défense? Arracher des enfants à leur pays pour les déporter, vous osez appeler ça de la protection. La liste est brutale, glaçante. Chaque mot claque dans le silence pesant de la salle comme un verdict. Les dirigeants présents figés assistent, sans mot dire, à la démolition méthodique du mythe Poutine. Vous n'êtes pas un homme d'État, Monsieur Poutine, tranche Le Cornu d'un ton chirurgical. Vous êtes un criminel de guerre bien à l'abri derrière votre bureau présidentiel. Et d'ajouter sans la moindre hésitation, sachez-le, la France n'a plus peur de vous, et elle ne reculera pas. Le silence qui suit n'est pas vide, il est chargé de stupeur de vérité et d'une nouvelle ère qui commence. L'homme qui pendant des décennies avait terrorisé l'Europe entière se retrouve figé, incapable d'articuler le moindre mot. Le masque impénétrable de Vladimir Poutine laisse place à un visage déformé par une rage sourde, mêlée à une humiliation cuisante. Un instant que même les meilleurs objectifs n'avaient jamais réussi à capturer. Mais Le Cornu n'en a pas fini. Il avance calmement vers la délégation russe et d'un ton d'une clarté glaçante lâche, « Vous voulez savoir ce qui vous attend désormais? Je vais vous le dire sans détour. » Il marque une pause,
puis le verdict tombe. La France poursuivra son aide militaire à l'Ukraine jusqu'à ce que votre défaite soit totale. Nous allons serrer l'étau des sanctions jusqu'à ce que votre économie implose. Et vos crimes, monsieur Poutine, seront jugés dans chaque instance internationale une à une. Tentant de sauver les apparences, le maître du Kremlin joue sa dernière carte. Vous prenez le risque de déclencher une guerre nucléaire, mais l'écornu tranche net, sans scier. Le seul à jouer avec les flammes ici, c'est vous. Et aujourd'hui, le monde entier vient de vous regarder, vous y brûler. D'un pas assuré, l'écornu se tourne vers les chefs d'État médusés et d'une voix ferme, il lance « Regardez-le bien, voilà le visage d'un tyran quand on cesse de baisser les yeux. Ce n'est plus un maître de guerre, c'est un petit homme qui menace parce qu'il a peur, un lâche incapable d'imposer autre chose que la terreur. Et là, l'impensable se produit. Un tonnerre d'applaudissements éclate, prenant même l'écornu par surprise. Joe Biden est le premier à se lever, suivi d'Ursula von der Leyen, puis un à un les dirigeants des démocraties du monde entier suivent le mouvement. Dans un coin, Xi Jinping ne bouge pas, ne bat pas des mains, mais il ne dit rien non plus. Et c'est déjà un message. Quant à Poutine, il reste figé, seul spectateur impuissant de son propre effondrement. Les caméras capturent chaque seconde de ce basculement historique. Ce n'est plus une simple réunion internationale. C'est l'instant où les démocraties se lèvent, enfin. L'écornu, en regagnant calmement sa place, conclut d'un ton tranchant « Monsieur Poutine, votre bunker vous attend. Le monde libre n'est plus à genoux. » À essayer. Et lorsque le maître déchu du Kremlin quitte précipitamment la salle, sa suite en lambeaux derrière lui, l'ovation redouble. Ce jour-là, pour la première fois depuis bien longtemps, un dictateur a été publiquement réduit au silence par le courage. Dans les heures qui suivent, le choc se propage comme une onde sismique à travers la planète. Les réseaux sociaux s'enflamment littéralement. En moins de 60 minutes, le mot dièse Roger l'écornu Poutine s'impose en tendance mondiale. Les images de la confrontation tournent en boucle, plus de 100 millions de vues en une seule journée. Le monde vient d'assister à une démonstration de courage brute, sans filtre. Poutine humilié comme jamais auparavant. La France, elle prend les devants, impose le rythme. Les réactions pleuvent à une vitesse vertigineuse. Les unes des grands médias tombent les unes après les autres. CNN titre « Un Premier ministre français pulvérise Poutine en direct ». BBC ose « Le jour où Poutine a perdu la face », tandis que le New York Times salue « Les 7 minutes qui ont reconfiguré la géopolitique ». Même Russia Today, pourtant porte-voix du Kremlin, se voit obligé de relayer l'événement, tentant tant bien que mal de sauver la face de leur chef. Mais le malaise est palpable. Trop tard, le monde entier a vu. À Moscou, c'est l'alarme rouge. Le Kremlin ressemble à un navire en perdition. Les conseillers de Poutine s'affairent en coulisses, tentent de colmater les brèches médiatiques, mais la fuite est massive, l'impact catastrophique. Pour la toute première fois depuis son arrivée au pouvoir, le tsar moderne de la Russie apparaît aux yeux de son propre peuple comme un homme seul, affaibli, presque humain. Et le pire pour le régime, les vidéos de son humiliation franchissent les murs de la censure et se répandent dans les téléphones russes comme une traînée de poudre. À l'inverse, dans les chancelleries occidentales, c'est un feu d'artifice diplomatique. Les sourires sont francs, les poings levés sous les tables. À Washington, Joe Biden ne cache même plus sa satisfaction, il appelle personnellement l'écornu pour le féliciter. L'Amérique vient d'assister à ce que personne n'avait osé rêver. Il a fait ce que tant d'autres avaient seulement osé imaginer en secret. À Londres, le Premier ministre britannique parle d'un tournant historique incarné par le panache français. À Berlin, même les plus prudents finissent littéralement par se lever. L'Allemagne, d'habitude frileuse face à Moscou, applaudit la réplique tricolore sans retenue. L'effet domino est instantané. Les capitales occidentales réagissent comme un seul homme. L'Ukraine voit ses livraisons d'armes doubler, les sanctions pleuvent sur le régime russe et même certains États dits neutres basculent du côté des démocraties. Tout ça déclenché par 7 minutes d'audace. L'écornu vient de briser le mur du silence mondial, commente un analyste de Chatamus. Et personne ne pourra faire marche arrière. Pendant que l'Occident applaudit, les alliés de Poutine prennent leur distance un par un, comme si le sol venait de se dérober sous leurs pieds.
Pékin garde le silence radio, esquivant toute déclaration. Téhéran gagne du temps, multipliant les ambiguïtés diplomatiques. Et même Pyongyang, pourtant habitué aux provocations bruyantes, s'enferme dans un mutisme pesant. Sur la scène internationale, Poutine vient de perdre ce qu'il lui restait de crédibilité, tranche un expert du MIT. Et sur le plan intérieur, le choc est tout aussi violent. Sa cote de popularité s'effondre à vue d'œil. Les oligarques jusqu'ici dociles commencent à murmurer des doutes sur sa légitimité. Quant à l'armée russe déjà minée par les défaites en Ukraine, elle voit vaciller la figure de celui qui se voulait invincible. Le doute s'installe, et dans les cercles du pouvoir russe, c'est un poison mortel. 3 mois passent, et dans une tentative désespérée de sauver la face Poutine, propose un sommet de réconciliation avec Paris. Mais du côté français, plus question de tendre l'autre joue. Le Cornu accepte, à ces conditions. Et elles sont non négociables, retrait immédiat de toute l'Ukraine, compensation pour les destructions causées et procès internationaux pour chaque responsable de crimes de guerre. Le ton est donné. On ne négocie plus avec les tyrans, tranche le chef du gouvernement français. 6 mois plus tard, les premières failles apparaissent dans l'édifice russe. Des révoltes secouent certaines régions, la contestation s'organise et l'opposition, longtemps bâillonnée, reprend vie. Ce que l'Écornu a fait ce jour-là, c'est arracher le masque d'un géant aux pieds d'argile, observe un historien de Harvard. Et le monde découvre que derrière le rideau de fer, il n'y avait plus grand-chose. 12 mois ont passé, mais l'écho de ces 7 minutes résonne toujours aux 4 coins du globe. Le regard sur Poutine a changé, ce n'est plus la crainte qui l'inspire, mais une forme de mépris glacé. Ce n'est plus un prédateur, mais une relique. Les démocraties, elles se sont redressées plus sûres de leurs principes galvanisés par un sursaut venu de Paris. Parfois, un seul homme suffit à infléchir le cours de l'histoire, écrit Le Cornu dans ses mémoires. Ce face-à-face restera gravé comme l'instant où l'Occident a relevé la tête, où un Premier ministre français a montré que la liberté n'est ni à vendre ni à marchander. Ce jour-là, le courage a eu un nom et il était tricolore. Mais le récit ne s'arrête pas à cette gifle diplomatique. Au contraire, ce moment d'humiliation publique marque un basculement profond, un séisme qui redessine durablement les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale. À peine la confrontation achevée, les téléphones chauffent dans toutes les chancelleries. La planète diplomatique s'embrase. À Washington, la Maison-Blanche réunit en urgence le Conseil de sécurité nationale. Ce que Le Cornu vient de faire, aucun dirigeant occidental n'en avait eu le cran depuis des décennies, reconnaît le secrétaire d'État américain. Il a prouvé que même Poutine peut être publiquement mis à genoux. Le Pentagone lui revoit d'urgence tous ses scénarios stratégiques vis-à-vis de Moscou. Car si l'aura d'invincibilité de Poutine s'effondre, alors l'équation militaire elle-même est à réécrire, avertit un général du renseignement. Ses propres soldats pourraient commencer à douter. La CIA, elle passe en mode alerte maximale, tous les agents sont mobilisés pour capter les signaux faibles à l'intérieur de la Russie. Ce que nous venons de voir, lâche le directeur de l'agence, c'est peut-être le premier acte de la chute du régime Poutine. Et déjà, les élites du Kremlin semblent sentir que le sol se dérobe sous leurs pieds. De l'autre côté de la Manche, c'est l'euphorie contenue. Derrière les portes closes de Downing Street, on sabre discrètement le champagne. Le Premier ministre britannique réunit en urgence son cabinet restreint. L'heure est grave, mais les visages sont détendus. Le Cornu vient de fissurer l'armure que l'on croyait impénétrable. Lance-t-il d'un ton presque admiratif. Et nous allons nous engouffrer dans cette brèche. Les consignes sont claires, le MI6 doit immédiatement renforcer ses réseaux en Russie, pendant que la diplomatie britannique se met en ordre de bataille. L'objectif, rallier le maximum de capital à cette nouvelle ligne dure face au Kremlin, le temps des demi-mesures est révolu. Londres compte bien transformer cette faille en fracture. Du côté de Berlin, le ton est plus feutré, mais l'impact n'en est pas moins réel. Olaf Scholz, encore sonné par la gifle diplomatique reçue face à l'Écornu quelques mois plus tôt, ne peut qu'admettre l'évidence. Les Français viennent de rebattre les cartes dans la relation avec la Russie, confie-t-il un brin amer à ses plus proches collaborateurs. Faire comme si de rien n'était, c'est désormais impossible. L'Allemagne, longtemps paralysée par sa dépendance au gaz russe, amorce alors un virage stratégique.
La transition énergétique s'accélère à marche forcée et le gouvernement lance un signal clair au monde économique. Les entreprises doivent se préparer à couper les ponts avec le marché russe. Un point de non-retour vient d'être franchi et Berlin n'a plus le luxe de rester spectateur. À l'est du continent, c'est une véritable onde d'enthousiasme. Varsovie, Vilnius, Riga, Prague, toutes les capitales applaudissent à l'unisson l'audace de l'écornu. Enfin, quelqu'un a eu le courage de dire à Poutine ce que nous ruminons depuis des années, lance le président polonais soulagé. Pour ces nations qui vivent sous la menace russe depuis des générations, ce face-à-face n'est pas qu'un moment symbolique, c'est un déclic, une libération psychologique. Dans la foulée, plusieurs gouvernements d'Europe de l'Est proposent un resserrement immédiat des liens militaires avec la France. L'OTAN, elle ne reste pas immobile. L'Alliance déclenche une révision complète de ses doctrines, défensives désormais pensées pour exploiter la faille stratégique d'un Kremlin fragilisé. À Kiev, l'effet est fulgurant, presque électrique. Volodymyr Zelensky convoque une conférence de presse hors protocole. Le regard habité, la voix vibrante. En 7 minutes, l'écornu a accompli ce que des mois de négociations n'ont jamais réussi à faire. Il a levé le masque. Il a montré au monde le vrai visage de Poutine. Dans les casernes ukrainiennes, les écrans diffusent en boucle les images de l'humiliation du maître du Kremlin. Le moral des troupes remonte d'un coup. Sur les lignes de front, les soldats se regardent autrement. S'il peut être ridiculisé devant le monde entier, alors nous pouvons le vaincre. Portée par cette onde de confiance, l'armée ukrainienne ne tarde pas à réagir. Plusieurs offensives sont lancées presque simultanément. Et cette fois, ce n'est pas la rage qui les guide, c'est la certitude de pouvoir gagner. À Moscou, c'est l'état d'urgence non déclaré. Rentré du G20 en catastrophe Poutine, se terre dans les profondeurs de son bunker au Kremlin, comme un joueur battu repliant son jeu. Autour de lui, ses conseillers improvisent une opération de contrôle des dégâts, mais le choc est tel qu'aucun d'entre eux ne parvient à garder la face. Vladimir Vladimirovitch ne s'y attendait pas du tout, souffle l'un d'eux à demi-mot. Une frappe frontale d'une telle intensité, personne ne l'avait vu venir. Immédiatement, les services de sécurité reçoivent l'ordre de noyer les réseaux sociaux sous la censure. Trop tard. Les images de l'humiliation circulent déjà à toute vitesse, franchissant les firewalls russes comme des éclairs. Même avec toute la propagande d'État impossible de masquer l'évidence, le tsar a chuté. Dans les cercles des oligarques, la panique grimpe. Déjà fragilisés par les sanctions, certains commencent à sérieusement trembler. Si Poutine perd la face à l'international, c'est tout notre empire qui s'écroule. Lâche l'un d'eux blême à ses partenaires. Dans l'ombre, certains oligarques commencent déjà à tisser des fils vers l'ouest, sondant discrètement les diplomates pour négocier une sortie élégante du navire en perdition. Du côté des militaires, le doute devient un poison. L'état-major encore sonné par les défaites en Ukraine sent le socle de son allégeance se fissurer. Des conciliabules confidentielles se tiennent derrière des portes closes. L'avenir de la Russie est désormais ouvertement débattu. Peut-on encore marcher derrière un homme ridiculisé devant le monde entier ? S'interrogent les officiers visage grave. Et ce n'est pas tout. Dans les vastes régions du pays, les gouverneurs ne cachent plus leurs inquiétudes. Certains, à voix basse, contactent des émissaires français pour explorer d'autres horizons. « Moscou est en chute libre », confie l'un d'eux. « Si on ne se détache pas maintenant, nos provinces paieront le prix fort. » Même sous l'étau de la censure, certaines voix russes osent encore défier l'obscurité. Des médias indépendants à demi clandestins publient des tribunes audacieuses. Le masque de l'homme fort est tombé. Poutine n'effraie plus personne. Des copies de ces analyses s'échangent sous le manteau, alimentant un débat discret, mais grandissant sur le futur du Kremlin. À Pékin, Xi Jinping suit l'agitation avec des yeux méfiants, mais calculateurs. Autour de lui, ses stratèges décryptent chaque signal. Si l'échafaudage de Poutine s'effondre, c'est l'ordre global qui vacille. La Chine, soucieuse de son image, commence alors à se replier. Plus question de s'enliser avec un partenaire devenu embarrassant. Par précaution, les grandes entreprises chinoises reçoivent discrètement l'instruction de freiner les investissements en Russie. Le vent tourne et Pékin le sent. L'onde de choc atteint même les bastions les plus fermés.
À Téhéran, les mollahs froncent les sourcils. Un Poutine sur la pente descendante ne nous servira plus de bouclier face aux foudres de l'Occident, murmure-t-il dans les couloirs feutrés du pouvoir. Discrètement, les canaux diplomatiques s'ouvrent vers l'Europe. On sonde, on jauge, on s'adapte. Et pendant ce temps, à Pyongyang, même Kim Jong-un, pourtant habitué à défier le monde entier avec ses missiles, sans que le vent tourne. Fini pour l'instant les cargaisons d'armes destinées à Moscou. Le dictateur préfère observer en silence avant de miser sur le mauvais cheval. La claque géopolitique infligée à Bali continue de faire des ricochets. Les pays dits non alignés, longtemps assis entre deux chaises, n'hésitent plus et vers l'Occident qu'ils tournent résolument le regard. En Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, le ton a changé. Le temps où Poutine imposait le respect est révolu. Glissent les chefs d'État visiblement plus inspirés par la fermeté tricolore que par les discours musclés du Kremlin. Moins d'un mois après l'affrontement, les conséquences tombent comme la pluie en automne. Des contrats d'armement s'évaporent. Moscou voit ses clients lui tourner le dos pour signer avec des concurrents occidentaux. L'économie russe déjà mise à genoux par les sanctions encaisse un nouveau coup de massue. Le rouble lui s'écroule, atteignant un plancher historique. 30 jours après le séisme diplomatique de Bali, la tempête s'installe au cœur même de la Russie. Les premiers frémissements d'une révolte intérieure secouent les provinces. Dans plusieurs régions, des foules en colère envahissent les rues portées par l'image d'un Poutine ridiculisé et vacillant. Les forces de sécurité déboussolées peinent à contenir la vague, leur loyauté ébranlée par l'humiliation publique de leur commandant en chef. Et puis 60 jours après le clash balinais, le volcan explose, le Caucase entre en ébullition. Tchétchénie, Daghestan, Ingouchie, tous rompent avec le Kremlin. Un chef bafoué ne mérite plus notre obéissance, lâche sans détour les leaders locaux. Le Kremlin tremble et cette fois, ce n'est pas à cause du froid. Épuisé par une guerre qui n'en finit plus et incapable de contrôler un pays qui lui échappe, l'armée russe finit par lâcher prise. Et puis soudain, l'impensable devient réalité. 3 mois après le fiasco de Bali, un groupe de généraux excédés et d'oligarques paniqués passe à l'action. Un putsch éclate. Il a souillé l'honneur de la nation, lâche-t-il froidement. Il est temps de sauver les ruines. Cloîtré dans les entrailles de son bunker, Poutine assiste impuissant à l'effondrement de son règne. 6 mois après avoir été publiquement humilié, le tsar est détrôné. À Moscou, un gouvernement provisoire prend les rênes. Des figures plus modérées tendent aussitôt la main à Kiev. Le chapitre Poutine est clos, déclare-t-il. La Russie aspire à redevenir un acteur respectable sur la scène mondiale. 12 mois ont passé et déjà les manuels d'histoire s'ouvrent à cette date charnière, le G20 théâtre de la déchéance d'un empire. Les analystes du futur seront formels, c'est ce jour-là que le vernis du pouvoir de Poutine a commencé à craquer. Un despote ne règne que tant qu'on tremble devant lui, écriront-ils. Il aura suffi qu'un homme l'affronte à visage découvert pour que tout s'écroule. Aujourd'hui, le nom de Sébastien Lecornu est gravé dans le marbre de la mémoire collective. Sa statue érigée devant l'Élysée proclame fièrement « Il a osé dire non à l'oppression ». Quant à Poutine, il végète dans un exil doré mais oublié figure fanée d'une ère où les tyrans pensaient pouvoir étouffer le monde sans jamais en payer le prix. L'onde de choc de cette journée mythique n'a pas fini de secouer les piliers du monde international. Dans les facultés les plus prestigieuses, le duel verbal de Bali est désormais matière à dissertation, colloque et thèse. À Harvard, on inaugure une chaire flambant neuve dédiée à l'approche Lecornu en stratégie géopolitique. Comment terrasser un autocrate à coups d'arguments bien placés, résume le professeur en chef. À Oxford, on se passionne pour l'effet domino provoqué par une simple prise de parole. Partout, les élèves dissèquent seconde par seconde ces fameuses 7 minutes. C'est notre modèle absolu de courage politique, affirme une étudiante de Sciences Po, les yeux brillants. À Yale, un séminaire complet s'attaque à la méthode Lecornu de démolition psychologique des tyrans. Les futurs diplomates américains récitent ces phrases comme des mantras. Et depuis Melbourne, un professeur lâche cette sentence devenue culte. Qui veut comprendre notre époque n'a qu'à regarder Bali. À l'autre bout du monde, l'Australie ne reste pas en marge de cette révolution intellectuelle.
L'Université de Sydney inaugure fièrement son Institut Le Cornu pour la démocratie. Ici, on dissèque comment une joute verbale a réveillé les peuples, redonné du souffle aux luttes pour la liberté. Bali a agi comme une détonation planétaire en faveur des idéaux démocratiques, affirme la directrice le regard brillant. Pendant ce temps, au Japon, l'Université de Tokyo en fait un rituel annuel, un grand colloque international dédié à ce qu'ils appellent l'héritage stratégique de Bali. Chercheurs, diplomates, philosophes s'y pressent pour examiner dans les moindres détails les effets en cascade de ce séisme politique. Et dans un souffle presque admiratif, un politologue nippon conclut « Le Cornu a osé démontrer que la démocratie ne se contente plus de se défendre. Elle attaque. Même les hautes sphères de la défense mondiale n'ont pas été épargnées par la secousse de Bali. Ce jour-là, c'est toute la doctrine militaire qui s'est retrouvée redessinée à coups d'arguments et de prestance. À Paris, l'école de guerre revoit sa copie, la fameuse méthode « Le Cornu est désormais au programme des futurs stratèges en uniforme. Former des chefs, c'est bien, mais forger des consciences, c'est mieux », déclare le directeur avec un sourire en coin. À Washington, le Pentagone surligne fébrilement ses manuels confrontation, non létal impact maximum. Il nous a appris qu'on peut remporter une bataille sans même sortir l'artillerie, souffle un général américain encore admiratif. L'OTAN jamais en reste inaugure un tout nouveau centre dédié à la guerre psychologique démocratique. Outre-Manche, les Britanniques lancent des modules de formation pour enseigner l'art de désarmer un despote avec la seule puissance des idées. Même le Mossad, habitué à l'ombre et au coup de maître, s'incline devant cette démonstration de finesse. Neutraliser un adversaire plus puissant sans tirer une balle, résume un expert israélien. Voilà l'art de la guerre version 21e siècle. Côté finance, c'est un séisme tout aussi spectaculaire. Paris, l'éternel romantique, détrône sans pitié la très sérieuse Francfort pour devenir le cœur battant de l'Europe économique. Les capitaux étrangers, séduits par la poigne tranquille de Le Cornu, affluent comme jamais. Depuis Bali, tout le monde veut une part du gâteau français, confie un analyste de Wall Street les yeux brillants. En quelques semaines, les géants tricolores explosent les plafonds, LVMH flirtent avec les étoiles. Total rayonne comme un soleil, Airbus vole plus haut que jamais. À l'effet, Le Cornu, c'est du carburant pour toute l'économie, s'enthousiasme un expert de l'OCDE. Les fonds souverains d'Asie au Golfe déplacent leurs pions direction Paris. À Londres, la City lève les yeux de son thé pour redécouvrir une France audacieuse et conquérante. Il a rendu le mot « France bankable », lâche un trader britannique mi-jaloux, mi-admiratif. Les banques d'investissement s'arrachent les mètres carrés dans le quartier de la Défense. Même les hedge funds new-yorkais plantent leur drapeau à Paris. Mieux vaut miser sur les gagnants, résume sourire en coin un financier de Manhattan. C'est un raz-de-marée culturel à la française qui déferle sur la planète. Grâce à cette claque géopolitique made in Bali, la France se réinvente en superpuissance du soft power. À Hollywood, les scénarios s'écrivent à toute vitesse. Le duel du siècle, un David moderne face à un Goliath post-soviétique, jubile un producteur déjà en repérage à Paris. Netflix, toujours prompte à flairer le buzz, dégaine une mini-série, événement 6 épisodes dédiés aux 7 minutes qui ont mis le monde en apnée. Disney+, Apple TV et consorts se livrent une guerre féroce pour décrocher les droits de ce récit devenu mythe. Le storytelling, Le Cornu, est en or massif, soupire un cadre de Prime Video. Et ce n'est pas fini, la mode, elle aussi, surfe sur cette vague de prestige. Paris reprend sa couronne écrasant Milan et New York d'un simple clin d'œil couture. Les maisons françaises croulent sous les demandes et Chanel jubile. Le Cornu a réinjecté du chic dans l'ADN français. Les Fashion Weeks déroulent le tapis rouge aux créateurs tricolores, tandis que la gastronomie, elle, flambe à l'export. Bistrot parisien, vin du Bordelais, fromage d'Auvergne, tout s'arrache. Depuis Bali, la France est redevenue sexy, s'amuse un chef 3 étoiles. L'art de vivre à la française, plus qu'un label, un phénomène global. Bienvenue dans l'ère Le Cornu. Sur les terrains comme dans les tribunes, le rayonnement français version Le Cornu fait un carton. Paris, désormais incontournable, rafle l'accueil de tournois prestigieux à tour de bras. L'élan tricolore nous impressionne.
confesse un haut responsable des Jeux olympiques, le regard tourné vers la scène. Le football français, longtemps dans l'ombre des grands championnats, brille à nouveau les stars mondiales, affluent séduites par l'effervescence ambiante. Même le PSG, habitué aux polémiques, se retrouve porté par ce vent de renouveau. L'effet Le Cornu a atteint le Parc des Princes, ironise un commentateur hilar. Le Tour de France, lui aussi, pédale à pleine vitesse vers l'internationalisation. Cette dynamique nationale transforme chaque événement en vitrine mondiale et les sponsors internationaux se ruent pour coller leur nom sur cette success story à la française. Le sport tricolore n'est plus un simple jeu, c'est un spectacle planétaire sous bannière bleu-blanc-rouge. Dans l'univers des hautes technologies, c'est la ruée vers l'Hexagone. Paris, jadis simple décor de cartes postales, devient le nouveau terrain de jeu des titans du numérique. La Silicon Valley, flairant le vent du changement, y transfère une partie de ses activités. Depuis que le Cornu a mis de l'ordre, la France nous semble bien plus fiable, glisse un cadre de Google avec un sourire complice. Les jeunes pousses du vieux continent, elles aussi, posent leurs valises sous la tour Eiffel. Le climat entrepreneurial y est devenu presque rassurant, s'étonne un start-upper londonien. Et même du côté de Séoul, les géants asiatiques emboîtent le pas. Samsung inaugure ses laboratoires tricolores avec fierté. L'énergie française est contagieuse, confesse un dirigeant en costume-cravate. Ce que Paris dégage aujourd'hui, ce n'est plus seulement du parfum, mais de l'innovation pure. Dans la conquête spatiale, c'est désormais vers Paris que les télescopes se tournent. L'Agence spatiale européenne, autrefois éparpillée, rapatrie en masse ses projets sur le sol français. De l'autre côté de l'Atlantique, la NASA, habituellement frileuse, propose à la France des collaborations exclusives. Grâce à Le Cornu, la France rêve à nouveau d'étoiles, analyse un spécialiste de l'aérospatial. Et devinez quoi, même Elon Musk commence à lorgner du côté de la Guyane pour ses futurs lancements. Pendant ce temps, dans les labos d'intelligence artificielle, c'est l'effervescence. Les meilleurs cerveaux de la planète délaissent la Californie pour Paris. La magie Le Cornu fait de nous une alternative crédible à la Silicon Valley, s'enthousiasme un ingénieur français. Résultat, les campus américains se vident, les amphithéâtres parisiens se remplissent. À Stanford, un doyen confie « Nos étudiants veulent percer le mystère du style français de commandement. » 2 années après le choc de Bali, la métamorphose est totale. La France s'impose à nouveau comme une puissance d'influence planétaire. Et Le Cornu. Il est devenu l'invité incontournable de chaque sommet mondial, la voix qu'on écoute quand tout vacille. Même un ancien président des États-Unis l'admet, Sébastien est l'icône du leadership moderne. Aujourd'hui, Vladimir Poutine croupit dans un modeste appartement à Minsk, réduit au rang de pensionnaire discret sous l'œil constant des services de sécurité biélorusses. Fini les palais dorés et les cavalcades triomphales, même ses anciens complices milliardaires ne décrochent plus quand il appelle. Les généraux qui hier encore l'encensaient, disparus. L'un d'eux glisse même en ricanant « Il restera à jamais ce type ridiculisé par un ministre français ». Isolé, le tsar déchu tente de griffonner ses mémoires dans l'anonymat. Mais aucune maison d'édition n'en veut. Un tyran déchu. On ne vend pas ça même au rabais, tranche un éditeur. Les chaînes télé à scandale. Même elles le snobent. Le public ne clique plus sur du Poutine, confie un producteur russe en exil. Et lorsqu'un reporter ose évoquer ce fameux duel verbal à Bali, le regard du vieil homme se trouble. Cette page est tournée, marmonne-t-il, fuyant la caméra comme un acteur oublié de l'histoire. Et pourtant, ce n'est que le prologue d'une épopée qui résonne aux 4 coins du globe. Cette séquence devenue mythique incarne désormais la preuve éclatante qu'un seul individu animé d'un courage inébranlable peut faire basculer l'histoire. Grâce à Le Cornu, on se souvient que la démocratie, lorsqu'elle se lève avec audace, n'a rien à envier à la force brute, s'enthousiasme un édito du Washington Post. Désormais sur tous les continents, dans chaque école défendant les valeurs républicaines, on enseigne aux enfants cette leçon magistrale. Un Premier ministre français a eu l'audace de regarder un tyran droit dans les yeux et de lui dire non. Ce refus a ouvert les portes de la liberté à des millions de voix réduites au silence. Voilà peut-être le plus grand miracle de cette poignée de minutes inoubliables, avoir semé l'idée que le courage est un feu qui se propage
et que tôt ou tard, la liberté finit toujours par embraser le monde.